Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien à la maison. Content de vous retrouver, de renouer avec vous, avec beaucoup de beaux invités, notamment Nicolas Vincent Poirier viendra nous parler de cinéma. Il y a Isabelle Dominique-Cros qui veut nous faire sortir de la maison avec novembre, changement d'heure. On comprend que la luminosité peut avoir un impact sur notre niveau d'énergie. Alors, elle saura nous en insuffler un peu plus loin. Aussi, auteur très pertinent, Jacques Boulris, qui partage sa tendresse, son amour pour son père avec son plus récent livre. Il y a également Josée Giguère, intervenante, elle, en dépendance, mais qui dresse un portrait quand même intéressant avec son livre également du nom de Divan sur la dépendance affective. On aura aussi l'occasion de parler de Nez Rouge qui recommence ses opérations cette année ici sur le territoire lavallois avec Louis-Philippe Lemay qui en est le coordinateur. Et également, Valérie Laflamme viendra nous parler de mode, elle qui est allée à New York au dernier Met Gala. Je vous souhaite une excellente émission. Je suis très content de pouvoir bavarder avec M. Jacques Boulris, auteur des mots de mon père. On le trouve par, évidemment, le truchement de la technologie avec nous. Bonjour, M. Boulris. Bonjour, bonjour. Les mots de mon père, bien sûr, nouveau livre, mais quand même, vous êtes aussi l'auteur de Alice au pays de l'Alzheimer, qui était, si j'ai bien compris, dédié à votre maman, bien sûr. Oui. Est-ce que c'est la continuité, en quelque sorte, les mots de mon père, de vouloir rendre hommage à vos parents, ce livre-là? Oui, le constat est assez juste, effectivement. Si j'ai écrit dans un premier temps Alice au pays de l'Alzheimer, là où la mémoire des mots, c'est pour accompagner, parce que j'ai accompagné ma mère qui souffrait d'Alzheimer pendant les 10-11 dernières années de sa vie. Et c'est une façon aussi de rappeler qui était cette maman que j'ai peut-être assez mal connue jusqu'à sa maladie, au fond. C'est peut-être le cas aussi de plusieurs enfants, c'est-à-dire on ne connaît peut-être pas vraiment le parcours de nos parents. Ceci étant dit, bon, ce livre-là a eu un certain succès pour différentes raisons, entre autres parce que la maladie d'Alzheimer touche encore bien des gens. Et notre séjour à la campagne, à mon amoureuse, Madeleine et moi, il y a 1 an, m'a amené à faire un peu l'équivalent pour mon père, sauf que je n'ai pas accompagné mon père dans sa maladie. C'est plutôt lui qui m'a accompagné dans mon enfance et mon adolescence, c'est ma vie d'adulte. J'ai voulu rendre hommage à un père exceptionnellement doux, tendre. C'est un bonhomme qui a travaillé dans une forge pendant 40 ans et qui a été un père aimant. Ça fait différent de ceux dont on parle aujourd'hui, qui sont plutôt présentés comme des pères abuseurs, violents. Voilà. D'ailleurs, c'est aussi un contraste quand même de ce qu'on nous dépeint de l'époque. Je me réfère à ce que mon papa me disait de mon grand-père, que de quand il était plus jeune papa, là, donc quand il était... vous me dites, mon père est un père aimant, doux, tout ça, mais quand même, il y avait beaucoup de pères de l'époque, peut-être très renfermés, peu expressifs, parfois étaient là pour faire... la discipline, puis des fois, ça pouvait être un peu plus mordant ou plus dur comme discipline, justement, à cette époque-là. C'était les mœurs de l'époque. Bon, il faut aussi le mettre dans un contexte également qui était le 20e siècle et les années 40-50, par exemple. Mais n'en demeure pas moins que votre père était quand même différent, sortait de l'ordinaire comparativement à d'autres que vous aviez autour de vous comme modèle de père, là. Vos remarques sont tout à fait pertinentes, effectivement. Mon père est un homme d'exception et exceptionnel aussi, effectivement. Peut-être aussi que, vous savez, dans un couple, vous apprend rien en disant ça, dans un couple, parfois, il y a un équilibre qui se fait. Ma mère ayant eu une enfance cauchemardesque, on ne peut pas dire le contraire, une enfance où elle a connu, effectivement, beaucoup de violence aussi, pour faire une petite histoire très courte, pour survivre à son enfance, elle s'est sauvée de chez elle, de son père adoptif, à l'âge de 13 ans et demi, 14 ans à peu près. C'est une femme qui a connu la violence et qui était, le moins qu'on puisse dire, assez sévère. En tout cas, c'est elle qui avait le rôle peut-être de redresser son adolescent de toutes les façons, alors que mon père avait peut-être choisi, par sa nature aussi, de me bercer davantage. C'est pas une image, c'est la réalité aussi. De sorte que mon père, j'ai retenu ou j'ai reçu de mon père une grande tendresse,
le souvenir que j'avais de maman, c'était plutôt une femme plutôt sévère. Mais mon père me répétait, quand j'étais tout petit, mon père me répétait, elle te donne plus d'amour qu'elle en a reçu. Ce qui est très beau, puis ce qui était très vrai, parce que je ne connaissais pas l'enfance de ma mère. C'est juste dans sa maladie qu'elle a commencé à révéler ce qui s'est passé. Donc, bon, papa et maman peut-être se sont donnés chacun par leur nature un rôle qui a équilibré mon enfance aussi. Ouais. Et de cette chose que je vais vous mentionner, j'aimerais vous entendre réagir. J'ai lu quelque part à un moment donné cette phrase-là, tu sais, c'est mot à mot à peu près, là, je la raccourcis, mais dans le fond, ce que ça voulait dire, c'était on ne peut pas reprocher quelque chose à quelqu'un qui ne l'a pas appris. Donc, en ce sens, quelqu'un qui ne s'est jamais fait dire « je t'aime », c'est difficile par la suite de dire « je t'aime ». À quelqu'un, de pouvoir lui démontrer l'amour, par exemple, entre le rôle d'un père à son enfant ou, bien sûr, d'une mère à son enfant à la suite de ça, selon les contextes. Et donc, votre réflexion sur votre vie, puis sur ce livre-là, Les mots de mon père, mais bien sûr aussi avec le précédent que vous avez écrit, quel est-il sur cette affirmation que j'ai énoncée? Bien, je résumerais ça, Alexandre, c'est ça? Oui. Bon, je résumerais ça, Alexandre, par une des dernières phrases que j'ai tenues de mon père. Vers la fin de sa vie, quelques semaines avant de mourir, il y a eu la visite d'un vieux compagnon de régiment, un compagnon qui s'appelait Paul Brodeur, qui était dans le même régiment que mon père dans le temps de la guerre. Puis Paul est venu visiter papa et je me souviens pas exactement qu'est-ce qui a enclenché cette conversation-là, mais à un moment donné, j'ai entendu mon père et Paul Brodeur, son ami, dire « Il n'y a rien de plus aimable que l'enfance, que les enfants. » En disant ça, à la fin de sa vie, c'est comme s'il faisait une espèce de bilan et que je retenais facilement. C'est comme si mon père disait « J'ai aimé l'enfance, j'ai aimé mon enfant, j'ai aimé Jacques, parce qu'il n'y a rien de plus aimable que l'enfant. » C'est quand même celui qui quitte la vie sur ces mots-là. C'est une grande preuve, un grand témoignage d'amour pour l'enfant qui est là. Mais j'ai 40 ans à ce moment-là. Fait que c'est assez frissonnant d'entendre ton père faire l'éloge de l'enfance et puis de qui... C'est très beau ce que vous venez de nous livrer. Puis, à travers ce livre-là, on a entre autres ce passage à la page 133, la Ford 1942, qui semble avoir été... puis, parce que, évidemment, tu sais, c'est dans un autre siècle, mais il y a beaucoup de choses, même de nos jours, qui se passent sur la route en famille. On se rappelle des souvenirs de vacances, on part en voiture, on s'en va à destination, on se raconte des choses, on écoute de la musique à la radio, il y a des... Donc, c'était important pour vous puis ce que j'aime aussi, puis je dis beaucoup de choses dans ce que je mentionne pour me mener à votre réaction à la suite, mais il y a aussi ce fait que je trouve que ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que aussi vous placez le Québec et votre papa dans une histoire également du Québec. Il y a un rappel aussi, la richesse collective, la mémoire collective également, qui est intéressante dans votre livre, en relatant des choses aussi qui se sont passées autour de nous. C'est très intéressant, ça aussi. Très juste ce que tu dis là aussi, ou ce que vous dites là, parce qu'effectivement, d'une part, juste une parenthèse aussi, je voyais la page que vous avez montrée à l'écran, je pense au dessin du Ford 42. Là, il faut souligner aussi l'importance des dessins dans ce livre-là, parce que l'illustrateur Mathias Lessard a su ancrer les textes, on parle de géographie, là, dans une certaine géographie du cœur et des lieux aussi. On pourrait y revenir tantôt. Mais effectivement, papa... Moi, j'étais enfant unique. Ma mère trouvait qu'un, c'était déjà pas mal. Mon père aurait voulu en avoir plus. Mais il y a une chose qui était fascinante chez eux, c'est qu'aussitôt les vacances arrivaient, mon père avait peut-être 2 semaines de vacances à la Forge des Seigneurs. Là. Mais aussitôt les vacances arrivaient, pour eux, le plaisir, c'était de partir avec le Ford. Le Ford 1942. Oui. Puis là, la parenté qu'on a, on l'a dans le bout de Shawinigan. Maintenant, on va aller voir les amis Tétro de Shawinigan. Puis on a au Lac-Saint-Jean aussi à Kinogami. Mais sauf que mon père, les bagnoles qu'il y avait, y compris la Ford 42, on a eu un Pontiac 39. C'était des bagnoles maganées. Puis mon père aimait ça parce que lui, il aimait ça jouer dans le moteur. Fait qu'on partait avec des bagnoles qui nous laissaient parfois en chemin. Puis mon père disait, c'est pas grave, j'ai toujours des pièces de rechange. Toujours des pièces de rechange dans la valise, dans le coffre arrière. Puis ma mère, ça l'énervait parce qu'on partait sur des routes pas toujours très praticables. Carrossables, oui. Bon, oui, carrossables. Puis faire le tour du Lac-Saint-Jean, aller
en Gaspésie, partout où on pouvait découvrir le Québec. Mon père il aurait tellement aimé aller en Europe aussi, pas en auto, bien sûr, mais on a été... moi, j'ai été gâté parce qu'effectivement, puis aller en Gaspésie, aller au Lac-Saint-Jean, c'était équipé. C'était des aventures. Oui. Oui, tu sais. Oui, puis louer des petites cabines, comme on disait, des petits... C'était pas des motels, c'était des cabines en bois, là, tu sais, le long du fleuve ou ailleurs. Non, c'était bien plaisant de partir avec ce Ford 42 qui servait aussi de camion pour transporter de la pierre, n'importe quoi. C'était plutôt sur le modèle du char d'assaut plutôt que de Libellule. Oui, bien c'est ça. C'était à l'époque de l'après-guerre, donc on n'était pas très loin de ça. J'aurais pu continuer à bavarder avec vous tellement c'est intéressant puis que c'est touchant ce livre, Les mots de mon père, un portrait tendre justement de votre relation avec votre père. J'invite bien sûr les gens à se porter acquéreurs de ce livre-là pour comprendre aussi peut-être les ancêtres, nos grands-parents, comment ils vivaient également le mode de vie d'antan, qui n'est pas si lointain d'ailleurs puis qu'on espère maintenir dans l'esprit collectif des gens. Monsieur Jacques Boulris, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bien, je vous en prie. Ça me fait plaisir. Très content de l'accueillir. Elle a un parcours vraiment pas banal. L'autrice, donc Mme Josée Giguère, du livre Divan, et qui est aussi, il faut dire, intervenante spécialisée en dépendance. Vous allez comprendre pourquoi. Dans l'introduction, j'ai énoncé donc les deux titres. Mme Giguère, merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Évidemment, c'est un livre donc, qui parle de dépendance affective à travers le livre Divan. D'ailleurs, je vois que vous êtes sur votre divan, donc on est raccord avec le concept. Absolument, c'est concept. Ouais. Donc, pourquoi pour vous c'est important de parler de dépendance affective? Parce qu'il y a plusieurs types de dépendance. Absolument. La dépendance affective, j'ai choisi d'en parler d'abord parce que j'en ai souffert pendant de nombreuses années. Et aussi parce que c'est la mère de toutes les dépendances. Alors, généralement, si quelqu'un souffre d'une autre dépendance qui est peut-être plus connue, l'alcool, la toxicomanie, on peut être assuré que très souvent, en dessous de ça, ce qui se loge, c'est la dépendance affective. J'avais aussi envie de démystifier la dépendance affective parce qu'il y a quelque chose de très honteux autour de cette dépendance-là. On pense que les gens sont faibles, qu'ils ne sont pas intelligents. Et je voulais la démystifier en abordant vraiment les comportements qui sont inhérents à la dépendance affective en me basant sur mon propre vécu personnel et d'intervenante. D'ailleurs, aussi, pourquoi le titre Divan? Pourquoi c'était ce titre-là qui était important pour vous pour nommer votre livre? Oui, parce que je me suis retrouvée en pleine souffrance de dépendance affective après une rupture chez une première thérapeute que j'ai consultée et je me suis assise sur un divan fleuri dans son bureau pour amorcer cette thérapie-là. Alors, d'où l'idée du divan fleuri et de la dépendance affective. Vous avez dit, entre autres, que bon, c'est la mère de toutes les dépendances, la dépendance affective. Comment la dépister, cette dépendance affective, et peut-être aussi la dépister à savoir quand elle atteint un niveau qui est devenu malsain, finalement? Oui, absolument. La dépendance affective, comme la plupart des dépendances, va vraiment prendre racine dans le milieu familial. Le milieu familial reste dysfonctionnel, demeure et restera toujours un terreau très fertile au développement des dépendances et particulièrement de la dépendance affective. Alors, c'est vraiment dans un cadre relationnel toxique et dysfonctionnel avec nos propres parents, à cause des manques affectifs qu'on va vivre, qu'on va développer souvent une image extrêmement dévalorisante de nous et un besoin d'amour, j'allais dire, insatiable pour le reste de nos jours. Et comme toutes les dépendances, un jour ou l'autre, le dépendant affectif atteint son bas fond et ça vient souvent suite à une rupture amoureuse ou encore à une série de relations amoureuses difficiles, souffrantes et destructrices. Et il se rend compte que d'utiliser
je vais faire un jeu de mots, une dope humaine pour venir tenter de calmer et d'apaiser son mal de vivre et son vide intérieur, parce que c'est ça qui essaie de geler à l'intérieur de lui, souvent aussi de l'infériorité. Ça suffit plus à venir combler ce vide-là. Et c'est souvent là qu'il va se retrouver dans une période de découragement profond. Il touche son bas fond. Et malheureusement, il y a des gens qui vont y laisser leur peau à ce moment-là. Mais la plupart des gens vont voir ça comme un signal d'alarme qui est temps d'aller chercher de l'aide et prendre soin de moi correctement. Est-ce que ça peut mener à, période de dépression, de burn-out, ça, oui. Est-ce que ça peut mener aussi à de la violence conjugale, à même un féminicide? Il y a beaucoup de féminicides dans l'espace-temps dans lequel on est, là, de répertoriés malheureusement. Donc, est-ce que ça peut mener jusqu'à ça, oui? Absolument. Moi, je pense que derrière, souvent, tous ces drames-là affreux se cachent de la dépendance affective vraiment importante. OK. Oui. Triste à entendre vraiment. Puis ce qu'il faut comprendre aussi dans une fin d'une relation, ou dans une relation finalement qui est dite toxique, je vais reprendre un peu ce que vous me dites, là, c'est vous qui êtes l'experte, mais quand même, souvent on dit, OK, c'est elle, c'est une folle. Tu sais, je me permets de faire des images, là. Quand ça arrive dans une relation qui achoppe, OK, c'est elle, c'est une folle, elle veut me manipuler, elle est contrôlante, ou à l'inverse, quand c'est un homme, excusez-moi les mots, mais tu sais, un trou de cul, il est violent, il de la violence psychologique. Tu sais, il y a toujours, l'un et l'autre, mais il n'y a jamais une introspection à savoir qu'est-ce que nous, on fait de pas correct finalement. Donc, de ce que je comprends, c'est que pour qu'il y ait une relation comme ça, toxique, c'est que les deux personnes sont des dépendants affectifs. Bien, en tout cas, pas tout le temps, mais souvent, le toxique attire le toxique. Si je suis une personne saine affectivement et au niveau relationnel, je ne serai pas attirée vers quelqu'un de malsain. OK. Il y a quelque chose en moi qui fait que je suis attirée, ou en tout cas, si je me rends compte que la personne est toxique et que je demeure dans la relation, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui fait en sorte que je me nourris de quelque chose d'un peu plus malsain. Fait que vous avez tout à fait raison. C'est souvent l'occasion de faire une introspection par rapport à nos propres comportements amoureux et relationnels. Puis oui, c'est facile de pointer le doigt vers l'autre et de dire c'est tout de sa faute. Mais qu'est-ce qui fait que je me retrouve continuellement avec des personnes du même acabit qui agissent de la même façon? Ouais. Qu'est-ce qui, en moi, tu sais, quand ça fait 2-3 relations où tu te retrouves avec le même type de personnes dans le même type de relation, il est peut-être temps de questionner tes propres choix amoureux. Puis qu'est-ce qui t'amène à faire ces choix amoureux-là? Quelles sont les solutions pour endiguer ce problème-là, puis avoir une relation saine, puis tenter de trouver un amour qui va être en respect avec autrui, mais avec soi-même, mais aussi avec l'autre partenaire qui aura un respect mutuel? Oui. Ça va sembler bien cliché ce que je vais dire, mais la personne avec laquelle il faut monter en amour et non tomber en amour, moi, je ne prends plus jamais le terme tomber, parce que quand tu tombes, tu prends une plonge, hein? Monter en amour, c'est toi-même. Ce qui fait que je me retrouve dans des relations dysfonctionnelles ou toxiques, c'est un désamour de moi-même. C'est le manque d'amour que j'ai envers moi-même et je vais chercher chez l'autre finalement quelque chose que je crois me manquer à moi. Alors, je vais prendre. C'est ça la dépendance affective. Je vais chercher chez l'autre quelque chose que je pense me manque et c'est souvent en lien avec le désamour de moi, une identité négative de la personne que je suis, le fait de me sentir pas valable et pas digne d'amour. Alors, la solution, c'est de revenir à soi et de venir cultiver à l'intérieur de soi l'amour qu'on a pour nous. Mm-hmm. On ne peut pas donner à quelqu'un d'autre quelque chose qu'on n'a pas à l'intérieur de soi. Si je ne m'aime pas d'une façon saine, je suis incapable d'aimer vraiment une autre personne de façon saine et je vais essayer d'aller chercher ma valeur dans les yeux de l'autre. Les dépendants affectifs sont des bêtes d'approbation. Je cherche constamment l'approbation de ma valeur personnelle dans le regard de l'autre. Et ça fait de moi quelqu'un qui devient manipulable, influençable
et vulnérable. Parce que tu détiens ma valeur personnelle. Si tu me quittes, je ne vaux plus rien ou pas grand-chose. Fait que ça délimite vraiment tout ce que je suis prêt à endurer pour pas perdre ta présence dans ma vie. En tout cas, c'est très intéressant la conversation qu'on a eue. Puis, évidemment, vous en êtes sorti un exemple palpable de résilience et bien sûr de choses qu'on peut apprendre en lisant aussi parce que ça pousse plus loin la réflexion. Le livre d'Yvan qu'on vous invite à vous procurer. Madame Josée Giguère, merci beaucoup pour cette conversation très éclairante et pertinente. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Opération Nez Rouge fait partie des traditions du temps des fêtes. On s'y rapproche de plus en plus quand on regarde sur le calendrier au moment où vous entendez cet échange avec Louis-Philippe Lemay, justement, qui est coordonnateur d'Opération Nez Rouge sur le territoire lavallois. Merci, Louis-Philippe, d'être là. Merci, ça me fait plaisir de remettre mes chandails de Noël, enfin. Oui, puis là, il y a Nez Rouge qui me manque, la mascotte qui n'est pas là, mais bon... Tant de pandémie oblige, je pense que c'est un peu ça. Hein? Exact. Elle va peut-être donner un peu moins de câlins cette année, mais ça ne vous empêche pas d'être de retour cette année. Exact, là. Avec grand plaisir qu'on sera de retour du 26 novembre au 31 décembre prochain. Puis justement, comment va se déployer cette année, temps de pandémie? Il n'y a pas eu de rodage qui a été fait. C'est votre première année en temps de pandémie. Je comprends que c'est un peu moins restrictif là, cette année avec les vaccins et tout ça quand même, mais... Pour quelqu'un qui vous appelle, comment ça va fonctionner? Bien, pour quelqu'un qui nous appelle, en fait, ça va être le même processus qu'à l'habitude, avec quelques mesures sanitaires, évidemment, qu'on va déployer. L'ensemble de ces mesures sanitaires-là sont disponibles, puis ils vont peut-être changer aussi d'ici le début de la campagne, sont disponibles sur le site de l'Opération Nez Rouge. On peut s'attendre à ce que l'ensemble de nos bénévoles vont devoir avoir le passeport vaccinal, le port du masque durant leur accompagnement, et pour les bénévoles et pour les clients, mais désinfectation des mains, tout ça. Mais sinon, ça va être des raccompagnements comme on le faisait traditionnellement. C'est ça, il n'y a pas tant de changements dans l'opération non plus pour ce qui est de vous quotidien. Là, le modus operandi demeure le même. Et est-ce que aussi, concernant les fonds qui sont amassés, parce qu'annuellement, vous avez aussi, on le sait, c'est de la mission d'Opération Nez Rouge, c'est d'amasser des fonds pour redonner à des organismes ou autres. Donc, peut-être spécifier aussi à quelle fin vont être dépensés les fonds que les gens vont donner pour les services de raccompagnement. En fait, pour la région de Laval puis les Basses-Laurentides, tous les fonds sont remis à un organisme qui s'appelle Sport Laval, qui, lui, les redistribue sous forme de bourse à des athlètes, des officiels, des entraîneurs de la région dans le sport amateur. Donc, c'est vraiment pour le développement de nos jeunes sportifs de la région. Puis ça nous a fait... Tu sais, l'année dernière, c'est sûr que ça a été triste de ne pas faire de raccompagnement, mais il y avait quand même moins de besoins parce que tous les bars, les parties de bureau n'avaient pas lieu. Mais ça nous a fait mal de ne pas pouvoir offrir puis soutenir ces athlètes-là l'année dernière. Donc, on espère bien relancer ça cette année. Donc, on invite les gens, évidemment, à un appel à la générosité. Puis, est-ce que aussi... j'ai peut-être omis aussi de poser cette question-là d'emblée également quand on parlait plus des technicalités, là, c'est-à-dire pour les bénévoles, parce que là, cette année, il y a une réalité qu'il y a peut-être des parties de bureau qui vont se faire différemment, où il y a peut-être un peu moins de parties de bureau, il y a peut-être aussi plus de rassemblements familiaux, qui va peut-être y avoir. Bon, selon les cas, on ne le sait pas au moment de parler ensemble. Mais est-ce que pour vous, la quête de bénévoles, c'est ardu cette année? Est-ce que vous l'anticipez que ça va être un peu difficile? Les gens vont peut-être avoir des craintes un peu d'être dans la même voiture avec des gens qui ne connaissent pas ou autre? Bien, c'est sûr que ça va être un peu une surprise pour nous. Comme tu mentionnais, on n'a pas fait de rodage encore. On avait fait des sondages à l'automne dernier, puis il y avait quand même un bon pourcentage de bénévoles là, qui désiraient s'impliquer quand même malgré tout. Donc, pour l'instant, on n'a aucune idée. On espère que les bénévoles vont répondre à l'appel parce que chose certaine, c'est qu'on sait que les appels vont être au rendez-vous. Les gens vont faire appel à notre service. Donc, nous, de notre côté, c'est sûr, on a, pour pallier à tout ça, on a réduit un petit peu nos heures d'ouverture puis nos journées d'ouverture pour s'assurer de maximiser les présences bénévoles dans ces grandes soirées-là. Ouais. Mais ça va être une surprise. Puis mais je pense que les gens vont être au rendez-vous parce qu'on a reçu des messages d'anciens bénévoles qui s'impliquaient puis qui veulent revenir. Il y avait donc hâte que l'Opération Nez Rouge revienne parce que pour eux, c'est une occasion de se rassembler avec des amis qui se font une fois par année, de socialiser un petit peu. Puis surtout de se retrouver après tant de temps où on est éloigné. Il y en a encore qui ne se sont pas vus depuis les 18-19 derniers mois. Puis, exact. Puis ça permet à des gens, à chaque année, ou du moins
à chaque campagne de promotion qu'on fait pour inciter les gens à s'inscrire en tant que bénévole, vous allez l'avoir fait une fois, là, pour l'avoir fait plusieurs fois, mais vous avez la piqûre automatiquement, puis ça permet, tu sais, si vous êtes seul durant la période des fêtes, il y en a qui sont seuls, de juste socialiser avec des gens, de ne pas être seul, d'avoir du fun. Quelques anecdotes là, extra larges, mais moi, j'ai vu des bébés nez rouges, des gens qui ont rencontré l'âme sœur à nez rouge, puis ça a donné des familles par la suite. Puis je vois des gens, mettons, qui sont venus, qui ont eu la piqûre de nez rouge, puis les années d'après, ils prennent leurs vacances complètes, prennent le mois de vacances pour s'impliquer à tous les soirs l'opération nez rouge. Fait que c'est vraiment, l'essayer, c'est l'adopter. Oui, je pense que c'est bel et bien. Puis en plus, on le sait, on le fait pour une bonne cause, je réitère, mais pour les jeunes, les bourses et autres. Puis il faut dire aussi que ce que je trouve aussi avec Nez Rouge, c'est les valeurs qui sont toujours là. Puis il y a le fait que vous êtes toujours adapté avec les gens, c'est-à-dire que il y a eu, pendant très longtemps, c'était l'alcool au volant, on veut contrer ce fléau-là, tout ça, bien sûr. Mais là, il y a eu aussi, depuis quelques années, une nouvelle, je dirais, division, ou du moins campagne de sensibilisation chez Nez Rouge, la drogue au volant également. Là. Aussi, absolument. Tu sais, ça s'est ajouté aussi à les facultés affaiblies. Quand on parle, c'est plus large que l'alcool. Aussi. En fait, c'est toutes sortes de facultés affaiblies. Même les gens qui souffraient de fatigue puis qui ne voudraient pas prendre leur voiture parce que, ils n'ont peut-être pas consommé, mais sont fatigués, on va être là pour les raccompagner aussi. Donc, toutes sortes de facultés affaiblies, là, on est là. Autant drogue, alcool, fatigue. Aussi. Façon de pouvoir s'inscrire, il y a plusieurs façons, mais l'application de Nez Rouge? L'application Nez Rouge que vous pouvez télécharger. Puis le site Internet aussi, là, qui sont les options les plus faciles pour vous inscrire. Tout apparaît au bas de l'écran au moment de se parler. Monsieur Philippe Lemay, merci beaucoup de nous en parler. C'est très nécessaire, c'est essentiel dans les prochaines semaines à l'approche du temps des fêtes. On invite les gens à être là. Autant ceux qui croient avoir peut-être pas les facultés, justement, dont on faisait référence dans les dernières secondes pour conduire, puis évidemment ceux qui peuvent avoir du temps à donner, je pense, pour l'excellente cause. Si vous avez un petit moment de libre, venez faire du bénévolat en centrale avec. Avec grand plaisir. À très bientôt. Puis bonne chance. On espère que les gens sont au rendez-vous. Merci. Merci. Elle revient de New York. On a la chance de voir une vedette de la mode nous parler, bien sûr, de tout ce qui est tendance dans le domaine de la mode. Salut Valérie Laflamme. Salut! Merci d'être là. Contente d'être de retour. Je suis très contente de t'accueillir. Pour toi, c'était pas ta première fois à New York, là? Non, ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée, par contre, mais... Est-ce que ça s'est bien passé? Une petite question comme ça, là, traverser les lignes? Super bien passé. Il n'y a pas eu de temps d'attente à l'aéroport avec le COVID. C'était comme ici. OK. Au moins, on est rassuré là-dessus parce qu'on se demande, des fois, on veut retourner aux États-Unis, on veut retrouver un semblant de normalité en voyageant. Fait que rassuré là-dessus. Mais là, tu allais vraiment pour ta passion, c'est-à-dire la mode, visiter, entre autres, la Mecque de la mode au monde, je pense, on peut le dire. L'Institut de costume, le Met Museum, qui a aussi l'événement mode également, le gala très, très, très attendu à chaque année. Donc, qui a été déplacé cette année, cet automne, qui se tient toujours annuellement d'habitude en mai, mais cause de COVID, on l'a déplacé à cet automne. Alors, dans un premier temps, comment t'es arrivé là-bas? Comment tu t'es senti les premières minutes? Tu devais complètement capoter, tu sais, complètement être... C'est sûr qu'on arrive à New York, les gens s'habillent bien, un peu les tendances que j'ai parlé, là, effortless. C'était l'automne, il y avait beaucoup de puffer jackets, comme j'ai parlé il y a un mois aussi. Donc, c'est très le fun d'être là-bas. C'est inspirant de savoir comment s'habiller. J'ai très apprécié. Puis, j'ai eu la chance d'aller au Met Museum, comme tu as mentionné, qui est un musée qu'on ne sait absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur, surtout dans la partie de l'Institut de costume. Si on y va pas, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'est-ce que tu as découvert qui t'a impressionné, qui t'a fasciné? Bien, du Met Museum, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'est que dans la partie de l'Institut de costume, on voyait vraiment des inspirations, des archives, puis on voyait des créations d'aujourd'hui, des comparaisons, dans le fond, des inspirations. Donc ça, je trouvais ça vraiment impressionnant de voir ce qui s'était fait dans des archives là, quelques années et ceux-là d'aujourd'hui. Et est-ce que tu as vu, tu sais, des fois, on dit que la mode, tu sais, ça revient à la mode. Oui. Est-ce que tu as vu ça beaucoup aussi dans les tendances d'époque versus de nos jours? Oui. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'à New York, il y a beaucoup de friperies avec des designers. Fait que nous, on est allés
un peu visiter magasiner, ça. shopper, faire du shopping. Exactement. Puis, tu sais, c'est vraiment comme des items de designers qu'on voit que ça revient de plus en plus aujourd'hui, des couleurs, des matières. OK. Comme quoi, par exemple, que tu as remarqué qui est revenu à la mode, tu sais, je veux dire, que tu as vu puis qui t'a frappé peut-être comme type de vêtements ou vêtements, finalement? Je pense beaucoup dans la rue, l'inspiration disco. Le soir, exemple, quand on allait au restaurant, beaucoup de paillettes, beaucoup de couleurs, beaucoup de satin. Donc, à New York, il y en avait quand même beaucoup. Surtout que je suis allée le week-end de Halloween. Peut-être que ça l'a aidé aussi, mais ouais. Puis, est-ce que aussi, en étant là-bas, sur place, à l'Institut Muséum, est-ce que tu as pu aussi peut-être connecter avec des gens là-bas, tu sais, des gens de peut-être des couturiers, des designers? Est-ce que tu as pu un peu partager un peu ta passion? Pas en maths, mais il y avait beaucoup on voyait des étudiants en mode, des étudiants en textile qui étaient là, qui prenaient beaucoup de photos, qui prenaient des notes. Plus dans les propriétaires de friperies, on a plus partagé un peu de ça, mais le Met, c'était vraiment beaucoup de personnes qui sont juste passionnées de la mode qui allaient visiter. Parle-nous du Met Gala aussi, parce que là, ça, c'est l'événement mode de l'année. Ça lance souvent, je pense, c'est quoi les nouvelles tendances à suivre pour les mois et les années suivantes. Là. Dans le fond, le Met, c'est une exposition qui a été créée par Eleanor Lambert en 1948. Puis, dans le fond, elle a fait le Met Gala, le fameux gala qui se passe le 1er mai, le premier lundi de mai à chaque année, pour ramasser des fonds pour l'exposition. Dans le fond, ce gala-là, à chaque année, il y a un thème. Donc, cette année, c'était In America, fait en Amérique. Donc, tous les invités du gala, que ce soit des chanteurs, des acteurs, des athlètes sportifs, doivent respecter le thème au gala. Puis, ils sont représentés par des designers. Donc, c'est vraiment les designers, c'est leur chance de se faire connaître, de savoir... il y a beaucoup de designers émergents aussi, donc c'est leur chance de se faire connaître, d'avoir leur place dans le milieu. Puis, les invités, dans le fond, c'est si leur habillement, tu sais, il y a beaucoup de... Sur les réseaux sociaux, les gens vont commenter et tout. Donc, c'est vraiment savoir si eux, ils vont être invités au fashion show par après, s'ils vont représenter des marques aussi. Donc, c'est un peu comme un honneur pour une vedette de se faire inviter. Là. Exactement, parce que si tu vas pas au Met Gala, tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Parce que c'est pas filmé comme un award, c'est vraiment juste le tapis rouge qu'on voit, mais à l'intérieur, personne ne sait ce qui se passe. Ils n'ont pas le droit, c'est comme anti-photo, tu n'as pas le droit de prendre des photos. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, on voit juste des photos dans les toilettes. Parce que sinon, dans l'événement, tu n'as pas le droit de prendre de photos. C'est un règlement que l'éditrice de Vogue a implanté. Quand même intéressant. Puis, tu sais, on a déjà vu Céline Dion, par exemple, qui a été invitée par Madonna, par exemple, qui en est une autre. Les grandes vedettes. Et bon, cette année, il y avait Lewis Hamilton, le fameux coureur automobile de F1, qui est un de ceux-là. Mais qu'est-ce qui se dégage des tenues sur le tapis rouge? Est-ce qu'il y avait peut-être un fil conducteur entre chaque tenue des femmes, des actrices, des gens connus sur place? Ou? Bien sûr qu'il fallait que tout le monde respecte le thème In America. Donc, c'est vraiment selon leurs inspirations à eux, ce que l'Amérique leur représente pour eux. Donc, on avait des vedettes qui s'inspiraient de films classiques des États-Unis. Il y avait aussi des vedettes qui s'inspiraient un peu plus, exemple... des mouvements qui se passent en ce moment, le Black Lives Matter, comme que je veux dire. Exemple, Lewis Hamilton, comme tu as mentionné, lui, il a acheté une table, parce que dans le fond, c'est pour ramasser des fonds, donc tu peux acheter une table et inviter tes propres invités. Donc lui, il a invité des chanteurs, des athlètes, des acteurs de noir, donc leur peau noire. Puis les designers qui les habillaient étaient tous des designers émergents noirs aussi, qui n'avaient pas nécessairement une grande plateforme. Donc eux, ils ont été là. Puis ils ont pu habiller, puis ils les avaient tous invités à leur temps. C'est intéressant, ça. Il y a un geste donc social, en quelque sorte un peu politique, qui peut être lancé à travers... pour exprimer quelque chose avec les vêtements puis les personnalités sur place. Puis cette année, il y a eu un peu de dilemme, parce qu'avec le fameux plateforme TikTok, qui prend de l'ampleur, il y avait beaucoup de TikTokers qu'on appelle qui étaient invités. Donc, il y avait beaucoup de dilemmes. Est-ce qu'eux, ils ont leur place, là? Est-ce que, tu sais, avec le monde de l'influence, donc, il y a vraiment beaucoup de questions. De questions, de débats qui se passent autour du Met Gala depuis quelques temps. Intéressant ce que tu viens de nous exposer. Puis moi, j'ai le goût de savoir ton voyage à New York. Parce qu'il il y avait le Met Gala, je comprends, puis il y avait la visite de l'Institut, tout ça, de costumes. Mais est-ce que tu as été te promener dans New York, t'es imprégné d'idées, d'inspiration mode? Qu'est-ce qui t'a frappé? Tu nous as parlé un petit peu des friperies, mais dans la rue, là, aussi. Bien, j'ai passé une journée à Soho.
Fait que, tu sais, à Soho, il y a beaucoup de magasins de designers, il y a beaucoup d'artistes qui se sont fait connaître en ce moment, tu sais, de mannequins qui se sont fait connaître dans les rues de Soho. Donc, une journée, on s'est assis sur la terrasse pour regarder un peu, on prenait de l'inspiration des gens qui se promenaient. Puis c'est vraiment beaucoup... les gens, ils sont simples, mais effortless, tu sais. Comme ils ont... C'est un peu difficile à dire. C'est un peu comme Montréal, tu sais, il y a beaucoup d'extravertis et tout. New York, il y en a, mais dans Soho, c'est vraiment des couleurs pures. Un peu comme je vous ai parlé dans les dernières chroniques sur les tendances, beaucoup de couleurs pures et tout. En plus, il faisait super beau, donc... Ça rajoutait, là, ben oui. au plaisir de circuler. Puis je suis curieux parce que leur regard sur la mode de Montréal, sur les designers de mode, sur le monde de la mode de Montréal, est-ce que c'est positif? Parce que, tu sais, New York, c'est quand même l'une des plus grosses plaques tournantes au monde de tout genre, mais évidemment de la mode. Oui. C'est sûr que quand avoir parlé avec des gens qui habitent là-bas, quand on leur disait qu'on venait de Montréal, ils étaient, tu sais, Montréal, c'est vraiment une ville aussi que pour les étudiants, surtout l'été, le nightlife, il y a beaucoup de monde qui était comme impressionné, hein, qu'est-ce que vous faites à New York et tout. Mais ouais, les gens connaissent Montréal. C'est sûr que pour la mode, c'est comme encore à faire. À faire. On s'en vient là de plus en plus. On a des designers émergents de Montréal qui se font connaître un peu à l'international. On a une designer qui s'appelle Brielle aussi, qui a l'habillé Jessie J derrière moi. Elle l'a habillée pour un événement à Londres. Fait que, de plus en plus, on se fait connaître, mais c'est pas encore comme New York. Oui, non, c'est sûr. Mais quand même, souhaitons-le. Ben, merci tellement de nous avoir fait voyager, nous avoir aussi peut-être renseigné, parce que je veux pas, c'est un domaine que je connais moins, la mode. Oui. Surtout le Met, si on aime un peu moins la mode, on n'est pas trop au courant. Exact. Mais pourtant, c'est tellement déterminant sur ce qu'on porte au quotidien, sur ce qu'on voit dans les rues de Laval, de Montréal, de la grande région de Montréal. Puis aussi, juste vous dire qu'au Met, il y avait 2 outfits créés par le Labé du Thon. OK. Quand même, on était là. Ben oui, il y avait un peu de chez nous. Valérie Laflamme, merci. Merci. Je suis très content de bavarder avec elle, Isabelle Dominique-Cros, qui n'est pas dans sa maison avec la plante derrière et qui est une femme active, qui est à l'extérieur. Fait que là, c'est vraiment concret. Salut, Isabelle Dominique-Cros. C'est très concret. Comment ça va, Alex? Ça va bien. Ça bouge pas mal derrière toi? Ça bouge, puis je dirais, je trouve qu'on a un mois de novembre fabuleux. J'espère que tout le monde est en train d'en profiter parce que c'est précieux. On le sait, c'est les dernières, entre guillemets, belles journées, mais finalement, on dirait que ça s'étire. On ne sait jamais. Demain sera toujours une surprise, mais en attendant, moi, j'adore cette période de l'année. J'aime les feuilles, j'aime le changement. J'apprécie toute cette période, même à la limite le changement d'air, qui est un peu toujours décevant quand on sort de la maison. Tu sais, quand on revient, disons, puis que c'est plus sombre. Comment ça se passe pour toi? Je t'avouerais que c'est correct, mais c'est quand même... parce que ma routine est un peu différente aussi avec le boulot cette année, donc je t'avoue que pour courir ou pour bouger, il faut que je choisisse mes moments annexés avec l'adaptation du changement d'heure, mais ça se fait bien quand même dans les faits. Puis là, j'espère que tu as un bon retour parce que tu as pas mal de feuilles ramassées derrière toi. Oui, j'ai un entraînement qui va suivre. Qui va venir. Tout de suite après. Mais je blague, mais comment justement se motiver? Quels sont tes conseils avec le changement d'heure, avec le dernier sprint avant les fêtes qui va être quand même assez éreintant, là, ce qui est devant nous, là? Oui, bien, mon conseil, le premier, c'est toujours d'essayer de le rentrer à un moment opportun. Puis justement, tu parlais de s'entraîner, puis pour toi, c'était souvent fin d'après-midi. Et là, bon, ça change un peu, puis la lumière, puis je dirais aussi la sécurité. Il faut qu'on se sente à l'aise d'être à l'extérieur, par exemple, le soir, si on parle d'un entraînement extérieur. L'idéal, c'est de trouver ce qui est bon pour nous. Est-ce qu'on aime ça s'entraîner le matin, le midi, le soir? Est-ce que c'est réaliste de rentrer ça dans l'horaire? C'est pour la plupart qui est déjà très, très chargé. Alors, tu sais, les entraînements intensifs, pas intensifs, mais express, pas nécessairement intensifs. Quel mauvais mot pour ce que j'allais dire. Un entraînement, des fois, un petit peu plus court peut nous permettre de réaliser quand même, tu sais, les objectifs qu'on se fixe. Dans ton cas, par exemple, tu pourrais raccourcir un petit peu la course, même si tu serais capable de faire plus, mais temporairement. Puis parce qu'en fin d'année, on vient essouffler. Tu sais, on est un peu essoufflé, je pense, doublement cette année parce que l'an passé, ça a été quand même, tu sais, tout un ajustement, la COVID, tout ça. Cette année, on a l'impression de revivre un peu, mais il y a quand même encore des contraintes. Alors, il faut se donner un peu la chance de souffler, de lâcher prise.
Mais mon grand conseil, c'est vraiment trouver ce qui nous fait du bien et l'insérer, peu importe la durée. Puis si on ne peut pas faire autant qu'on aimerait, au moins c'est mission accomplie. Et là, le lendemain, le surlendemain ou peut-être le week-end, toujours dépendant de nos autres obligations. Mais surtout quand on est fatigué, faisons-le quand même parce que c'est souvent à ce moment-là qu'on en a le plus besoin. C'est le plus dur. Tu sais, c'est dur de le partir, mais on est tellement content quand c'est fait. Fait que je veux juste que vous pensiez à moi quand vraiment vous avez juste pas envie, vous êtes fatigué, épuisé, stressé. Faites le don. Allez-y, lâchez tout. Faites ce que vous avez à faire. C'est peut-être de diminuer, tu disais de jouer avec la durée si on en a moins, mais peut-être est-ce que c'est d'être plus intense, par contre, dans le moins long laps de temps qu'on a à le faire, mais c'est de peut-être juste accélérer? Si possible. Si possible, en fonction de nos capacités physiques. Puis le mot-clé, c'est progression. Tu sais, je peux pas partir de 0 à 100 si mon cœur n'a pas l'habitude, mais si je suis quelqu'un qui a l'habitude de faire de la marche, je peux accélérer la marche. Si j'ai l'habitude de faire, tu sais, marche-jog, je peux peut-être accélérer la cadence. Si c'est une belle journée et que j'avais pas tant envie de le faire, c'était pas prévu, mais que je suis sur une belle lancée, peut-être que je peux en faire un petit peu plus longtemps. Ouais. Donc, jouer un peu avec ce qu'on a comme possibilité. Puis une journée où je suis enrhumée, j'ai pas envie, ben j'en fais juste un petit peu, puis ça sera toujours mieux que rien. Et des fois aussi, varier. Tu sais, je trouve que varier ses entraînements, si là, je me sens pas top shape, ben peut-être qu'une période d'étirement pourrait faire la job, entre guillemets. Des fois, les gens veulent pas faire ça, parce que c'est pas toujours la chose la plus passionnante à faire. Pas que c'est mauvais, tu sais, faire une belle séance d'étirement, il y a des gens qui adorent ça. Mais toi, par exemple, est-ce que tu prends la peine de t'étirer à la fin de chacune de tes courses? Oui, bien, la plupart du temps, oui. Je te dirais. Puis le matin aussi, quand je me lève, je fais une série, d'entre autres, de push-up. Puis ça me permet juste d'avoir un certain niveau d'énergie, on dirait, en commençant ma journée, en prenant mon déjeuner aussi à la suite de mes étirements. Puis il y a une chose qui est certaine, en tout cas, pour pallier à ça, puis rester à l'intérieur, si on est habitué, comme moi, de faire des activités extérieures, du sport extérieur, bien, tu sais, il y a des capsules fabuleuses de 2 temps, 3 mouvements aussi qui peuvent nous aider, hein? Oui, d'ailleurs, puis merci de parler des capsules. Je suis à la recherche de feedback sur ces contenus-là pour savoir si peut-être que les gens seraient intéressés. Justement, là, généralement, c'est corps complet. On travaille haut du corps, bas du corps, on travaille cardio, musculation, étirement. Donc, je fais le tout en 15 minutes. Et là, récemment, j'ai essayé des nouveaux formats étirement, inspiration, ballet, centré que sur les abdos, tout en allant cibler d'autres régions musculaires. Alors, justement, ça pourrait être approprié pour quelqu'un comme toi qui commence sa journée avec des étirements actifs. Mais certainement, si jamais vous avez un petit manque de motivation, vous avez envie de joindre l'utile à l'agréable, vous êtes, je ne sais pas, avec vos enfants, vous pouvez essayer les capsules pendant qu'eux font peut-être autre chose pas trop loin ou qui bougent en même temps avec vous, parce que joindre l'utile à l'agréable, ça restera toujours un de mes grands conseils parce que ça marche. T'sais, si j'ai pas le temps de bouger, mais que là, j'ai envie de prendre du temps avec mon chum, ben OK, on peut peut-être aller prendre une marche. Si j'ai pas beaucoup de temps avec mes amis, je peux parler au téléphone. Bien façon de dire parler au téléphone, parce que maintenant, il faut faire ça. Mais tu sais, je peux appeler quelqu'un... Ben, aller magasiner une voiture, par exemple. Aller magasiner une voiture. Ben oui. Exactement. Joindre l'utile à l'agréable, c'est comme ça que ça fonctionne en 2021, parce qu'on a juste 24 heures. Puis, le temps est précieux. On veut faire compter chaque seconde. Donc, c'est mes conseils pour vous. Question pour toi. Quand on bouge, justement, on parle de s'établir une routine puis d'essayer de trouver des moments, de se créer des moments si jamais on a un horaire du temps qui est plus difficile ou plus intense dans une période, une fenêtre donnée. Est-ce que moi, j'entends toutes sortes de discours là-dessus. Lorsqu'on marche, par exemple, on fait du sport en soirée, il y en a qui sont sur une sorte de high et ont de la misère à trouver le sommeil par la suite parce qu'ils ont encore cette sorte d'adrénaline qui se dégage de faire le sport. Tu comprends ce que je veux dire? Et d'autres qui nous disent j'aime mieux et c'est mieux de faire ça le matin parce que justement, ça nous donne une énergie pour commencer notre journée puis pour, dans le fond, faire notre semaine et nos activités. C'est quoi, toi, ta réflexion là-dessus? Bien, là-dessus, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Je pense qu'il faut nuancer. Si quelqu'un sait d'avance que de se craquer trop le soir, mais qu'en même temps, ils ne veulent pas aller se coucher trop tard, il faut qu'ils dosent ou qu'ils fassent leur entraînement un peu plus tôt dans la soirée, sachant qu'ils vont être craqués quand même un petit peu avant d'aller se coucher. Moi, j'aime partir la journée, donc je ne suis pas complètement neutre. Moi, mes préférences, c'est avant midi. Je trouve que c'est
c'est la meilleure façon de le faire, tu sais, de cocher check et de s'assurer qu'il n'y a rien d'autre qui va faire tasser le plan de bouger, de prendre soin de moi. Mais c'est relatif parce que quelqu'un qui n'aime pas se lever tôt et qui aime moyennement bouger, on ne peut pas demander à cette personne-là de faire 2 grands efforts. Se lever plus tôt et bouger le matin, alors que peut-être que ça serait plus en soirée. Alors, c'est pour ça qu'il faut être réaliste. Il faut toujours être le plus réaliste possible, mais il faut essayer de faire ce qui est le mieux pour notre motivation, parce que c'est dur, même quand on aime ce qu'on fait, c'est pas toujours facile de se lever tôt si on est des lève-tard. Parce que, il me semble, pour certains, c'est les endorphines que ça peut développer. Tu sais, je veux dire, le sentiment de bien-être, les endorphines et autres que ça développe chez nous, il me semble, de bouger, de faire du sport. Bien, oui, c'est à chaque fois qu'on bouge, il y a ça qui se développe. Moi, je trouve que peu importe le moment dans ma journée, quand j'ai la chance de bouger un petit peu, d'être active, ça va chercher aussi un peu d'inspiration. Tu sais, on voit le côté positif de plein de trucs, on trouve des solutions. Alors, tu sais, quand je disais, si on ne peut pas le placer très tôt le matin parce qu'on n'est pas particulièrement lève-tôt, mais peut-être que ça peut être sur l'heure du midi ou maintenant que nos horaires sont encore un peu plus souples en télétravail, peut-être que ça serait l'occasion justement de le placer au meilleur moment possible, sans perdre sa job, évidemment, pour que ça donne envie de l'insérer régulièrement, puis que ça devienne vraiment une routine et qu'on prenne plaisir à le faire. Donc, les endorphines, certainement, puis ce temps-ci de l'année, on a besoin de ça. Je pense, avec la température qui change, le froid qui s'installe, la fin de l'année, la pression qui vient avec ça, toute la magie, toutes les endorphines qu'on peut aller chercher, il faut aller, puis un petit peu de vitamine D également, quand c'est possible. Grand plaisir. Évidemment, on peut te suivre dans 2 temps, 3 mouvements, qui est un bon véhicule pour pouvoir s'entraîner. Isabelle Dominique-Cros, merci beaucoup de nous avoir parlé, puis merci d'être encore avec nous. Toujours un plaisir, puis belle occasion de sortir justement et prêcher par l'exemple. Bonne semaine. Bien, bonne semaine, merci. Il a les plus belles fesses de l'Amérique. Salut Nicolas Vincent-Poirier. Salut Alex. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Non, mais en fait, c'est parce qu'il y a Chris Evans récemment qui s'est fait dire étant un des plus bels hommes de l'Amérique. Évidemment, on le sait, c'est lui qui fait Captain America. Oui. Paul Rudd aussi qui fait un autre personnage. Ant-Man. Dans l'univers Marvel, s'est fait dire aussi par un autre magazine. On l'a décrété comme étant l'un des plus bels hommes de l'Amérique. Fait que je me suis dit, le plus bel homme de Laval. Ah, merci beaucoup. C'est Nicolas Vincent-Poirier. Merci beaucoup. Non, mais on blague, c'est parce que c'est toujours dans l'univers Marvel que ce film retient notre attention ces jours-ci, il est au cinéma, soit là, Eternals, mais Les Éternels version française. Film, d'ailleurs, qui récolte de bon argent. Vraiment, c'est mirobolant. 171 millions dans sa première fin de semaine au box-office à travers le monde avec un budget de 200 millions. Disons que c'est le deuxième plus grosse recette pour une première fin de semaine d'un film depuis la COVID. Et aussi, c'est le film le moins bien apprécié des critiques de Marvel. On va pouvoir dire pourquoi, mais premièrement, ce qu'est Les Éternels. Qu'est-ce que c'est? Les Éternels, c'est particulier parce que ça ne ressemble pas vraiment à un film de Marvel et on n'en a jamais fait allusion avant aux Éternels. Donc, qui sont-ils? Eh bien, ils sont 10, donc 10 nouveaux personnages. Ça fait quand même beaucoup. Au début, quand ils étaient en train de préparer l'histoire, il était 12, ils en ont enlevé 2. Donc, c'est 10 personnages qui sont éternels et qui viennent sur la Terre pour nous défendre contre des monstres qu'on appelle les déviants. Donc, eux autres, ils sont là vraiment pour nous protéger de ces monstres-là et ils ont tous des pouvoirs, là. Ils ont chacun des pouvoirs particuliers et on explique un peu pourquoi, s'ils sont si forts que ça, pourquoi ils ont rien fait dans les derniers Avengers, là, lorsque Thanos a fait son snap et la moitié de l'univers a disparu complètement, oui. Donc, c'est parmi les plus puissants de l'univers cinématographique de Marvel. Donc, pourquoi n'était-il pas là pour aider les Avengers? On explique ça là-dedans. Et ce film-là, il est très long. C'est le deuxième film le plus long. Plus que 2h30. 2h37 minutes. C'est extrêmement long. Et d'ailleurs, tu l'as dit tantôt, ça suscite beaucoup de réactions positives, d'autres négatives. Pourquoi? Bien, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que
un film avec 10 personnages. OK? Sans compter les personnages secondaires, les 10 personnages, c'est les éternels, c'est ces 10 héros-là. Juste ça, c'est énorme dans un film. Parce qu'il faut que tu installes l'univers, il faut que tu fasses comprendre qui sont-ils, qui sont leurs ennemis. Donc, c'est beaucoup de temps accordé dans un film quand tu disais de 2h37. Là. Juste une petite parenthèse comme ça. Pour ceux qui se demandent dans des films basés sur des jeux vidéo comme Mortal Kombat ou Street Fighter des années 90, pourquoi il n'y a pas plus de personnages dans ces films-là? Eh bien, justement parce qu'il y a une limite de personnages qu'on peut absorber en tant que cinéphile. C'est ça, durant un film. Ça, c'est sans compter l'histoire qu'il y a derrière Eternals, parce qu'on embarque dans de la grosse science-fiction. Les personnages Spider-Man et tout ce qu'on a vu dans l'univers de Marvel jusqu'à date, c'est Stan Lee qui les a créés en collaboration avec Jack Kirby. Et Eternals, c'est Jack Kirby qui a inventé ces personnages-là. Et on entre vraiment dans la science-fiction. Vraiment. Et est-ce que c'est cérébral? Je m'explique. C'est que le ton de Marvel, qu'est-ce qu'il en a fait aussi ces dernières années de grands succès? C'est un ton un petit peu humoristique. On a qu'à penser à Iron Man, à Spider-Man avec Tom Holland qui l'incarne, évidemment à Captain America qui se déclare avec les plus belles fesses de l'Amérique. Non, mais il y a vraiment... T'es quand même. Merci. T'es quand même très belle, je ramène ça. Non, mais de façon, sans cabotiner, pour retomber sérieux, il y a quand même ce ton toujours sarcastique, pince sans rire, qui vient catégoriser aussi l'univers Marvel. Est-ce que c'est la même chose avec ça ou c'est il y a un petit peu d'humour, mais c'est très sérieux et on embarque... Oui, c'est sombre, c'est sérieux, parce que là, on embarque dans... Qui sont les créateurs de l'univers? On embarque vraiment là-dedans parce que dans les comics de Marvel, il y a vraiment une entité la plus puissante de cet univers-là. Il y a comme une liste de toutes ces entités-là qui sont puissantes. Et là, on attaque des entités qui s'appellent les Celestials, qui eux, aide à créer la vie dans l'univers. J'embarque pas plus dans les détails, mais c'est ça. On embarque vraiment dans un peu la création de l'univers. On apprend à connaître ces 10 personnages-là aussi, mais vu qu'ils sont éternels et qu'ils débarquent sur Terre le 7000 ans, on les voit à travers les époques et comment est-ce qu'eux vont influencer... Le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire. L'être humain, parce qu'ils se représentent d'ailleurs sous une forme humaine, là, on peut comprendre évidemment. Ils sont techniquement des humains. OK, donc, mais il y a aussi... Ce qui est intéressant, c'est que on faut parler de la distribution. Ah oui, la distribution... Parce qu'il y a des gros noms là, dans ce film-là. Ah oui, il y a Angelina Jolie, évidemment, Salma Hayek, mais aussi Gemma Chan, qu'on a vu dans Captain Marvel. Elle faisait une des méchantes dans le film. Et Kevin Feige, le grand Manitou de l'univers Marvel, l'a approché et lui a dit... Oui, on aurait peut-être un autre rôle pour toi dans une autre production plus grosse encore. Et comme de fait, Gemma Chan interprète le personnage principal. Et vraiment, la réalisation de ce film-là, c'est impeccable. C'est réalisé par Chloé Zhao, qui a remporté un Oscar en 2020 pour Nomadland. Oui. Et vraiment, elle... C'est un écart entre les deux films. On sentait que c'est pas la même catégorie du tout, là. Ah oui, oui. Mais elle, tu vois... Elle était dans ceux qui voulaient réaliser le film Black Widow. OK, elle était... Parce elle adore l'univers cinématographique de Marvel. C'est une grande fan. Et là, c'est elle qui a approché Marvel. Bon, Black Widow, ça n'a pas marché, mais quand elle a présenté son concept pour Eternal, vraiment, ceux qui sont habitués à la formule de Marvel, c'est très différent. Ce film-ci, c'est magnifique, mais en même temps, les images que je regardais, je me disais, mais admettons que Denis Villeneuve aurait réalisé ce film-là. Ouais. Il y a certaines images dans Eternals, oui, c'est beau, mais c'est un peu fade comparé à Dune. À Dune, là. Mais on s'entend qu'on n'est pas dans le même non plus champ d'activité du cinéma, puis pour le même non plus cinéphile. Mais est-ce que c'est moi où, depuis quelques années, tu sais, tu as parlé de cette réalisatrice, Chloé Zhao. Il y a beaucoup de cinéastes oscarisés ou des cinéastes de haut niveau, de haut talent, même si c'est des blockbusters Marvel.
ils veulent se coller à du Marvel. Ils veulent réaliser parce que Oui. c'est un challenge, c'est un défi pour eux en tant que réalisateur. Puis c'est plus juste de dire, ah, c'est des blockbusters et moi, je suis un puriste du cinéma. Tu comprends là où je veux en venir? C'est que Marvel a réussi, je trouve, à affranchir cette espèce de climat ou de division qu'il y avait entre le cinéma de répertoire ou de plus élitiste et le cinéma de divertissement, le cinéma popcorn. Je trouve que ça abat les frontières quand on a des noms comme Chloé Zhao. Oui, tu as raison, mais ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, c'est qu'on prend, mettons, Michael Bay, qui est connu pour réaliser des gros blockbusters. Pour être capable de faire ça, même si ces films sont pas si bons que ça, c'est un art. Faire de l'action, c'est un art. Et ce que Marvel fait, c'est qu'ils vont chercher des réalisateurs qui se sont fait un nom dans leur créneau pour réaliser l'ensemble du film. Et tout ce qui touche à l'action, c'est l'équipe interne. Oui. Qui fait ça. Donc, Chloé Zhao, les scènes d'action dans l'espace et tout ça, eh bien, peut-être que c'est pas elle qui les réalise. Parce que c'est technique aussi. Puis, il nous reste plus de temps que ça de temps, mais je veux quand même qu'on évoque le fait qu'il y a une présence de DC Comics, de Superman dans... Oui, c'est mentionné parce qu'un des personnages y ressemble un petit peu, là. Mais ce qui est important de mentionner, c'est que quand on a dit tantôt 171 millions de dollars, ça, à travers le monde, c'est sans compter la Chine, parce que le film n'a pas été au cinéma en Chine, parce que Chloé Zhao, qui est née en Chine, a parlé contre le gouvernement chinois. Eux n'ont pas aimé ça. Donc, le film est banni au cinéma en Chine et dans tellement d'autres pays dans le monde, parce que un des personnages est gay et, eh bien, il y a plusieurs pays qui sont contre ça et c'est complètement ridicule. Bien, c'est complètement ridicule, on est d'accord. Complètement d'accord. Mais... L'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, ils ont banni ce film-là. Ils ont interdit le film. De pouvoir le mettre. Aux Émirats arabes unis, ils ont fait une version censurée. En tout cas, moi, ça ne m'empêchera pas d'aller le voir et de pouvoir justement reprendre la discussion la semaine prochaine sur un autre film. Nicolas Vincent Poirier, merci beaucoup. Merci, Alex. Nous avons aimé ce peuple dès le jour de notre arrivée. Quand on tient à une chose, on la protège. Tu ne les protégeras pas. Aucun d'entre eux. Si vous avez une information, des opinions, des sujets que vous aimeriez qu'on traite à cette émission, sans aucun doute, la bonne façon de faire, tvrl.ca et également notre page Facebook, toujours interactive et réactive à vos commentaires. N'oubliez pas notre Bingo TV Laval tous les dimanches à compter de 9h30, 3 500 $ à gagner pour cette semaine, dont 2 500 $ justement pour la carte pleine. Voilà, je vous dis à très bientôt